Salut les devs, j'espère que vous avez la pêche, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne de la Minute de Code pour une toute nouvelle vidéo où nous allons aborder les mises à jour de la nouvelle version de React.js qui est passée donc à la version 19. J'ai fait une petite vidéo sur la version 15 de Next.js, donc si cela t'intéresse, n'hésite pas à aller checker la vidéo, je te mets le lien en description. Sinon n'oublie pas de t'abonner, n'hésite pas à activer la petite cloche de notification et c'est parti, let's go. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux te faire la main sur les langages et les outils du web, je te propose divers projets pratiques que ce soit en HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, React.js, Next.js et j'en passe. Il y a divers projets avec une nouvelle vidéo chaque semaine. N'hésite pas également à rejoindre le site laminutedecode.io et à t'inscrire à la newsletter. Une formation est offerte à chaque inscription. Je vous souhaite bon visionnage à tous. Si vous n'avez pas React 19 d'installer sur votre projet et que vous avez React 18, vous pouvez donc installer React 19 avec cette commande npm install-save exact react@rc et plus loin react-dom@rc pour mettre à jour React et React DOM. Pour ma part, c'est déjà fait, mais si je viens dans le packet.json, je vois au niveau des dependencies la version 19 qui est installée pour React et React DOM. Donc une fois que ceci est fait, vous pouvez donc suivre ce chapitre et nous allons aborder donc toutes les nouvelles fonctionnalités de la version 19. Parmi les nouveautés que nous offre la version 19 de React, nous avons un nouveau hook, le hook useTransition. Ce hook va nous permettre de gérer les états de chargement lors de la manipulation des données de manière plus efficace et réactive. Lorsqu'un utilisateur effectue une action qui nécessite une mutation de données comme soumettre un formulaire, il est courant de vouloir gérer différents états comme le chargement, les erreurs ou même effectuer des mises à jour optimistes. Avant l'introduction de useTransition, on devait gérer tout ça manuellement avec plusieurs states en utilisant le hook useStates, ce qui peut rendre le code plus complexe. Avec useTransition, on va pouvoir simplifier ce processus car ce hook nous permet de marquer certaines mises à jour de l'état comme transitionnelles, ce qui signifie que React peut garder l'interface utilisateur réactive pendant le chargement des données. Et ça améliore l'expérience utilisateur en évitant les blocages dans l'interface. Donc imaginons un exemple avec un composant où l'utilisateur peut entrer son nom et lors de la soumission, nous allons simuler un délai avant d'afficher un message de bienvenue, tout en gérant l'état de chargement automatique grâce à notre nouveau hook, du coup useTransition. Donc pour ça, je me suis créé un composant que j'ai appelé component useTransition et je l'ai simplement donc importé ici dans mon app.jsx. Et bien sûr, il est vide. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par importer le hook useStates et on va également, useStates et également use donc transition. Alors hop, transition. Et donc ça vient de React. On va pouvoir ensuite déclarer des états donc pour le nom par exemple, donc name et setName qui va me permettre donc de changer ce state. On va faire la même chose pour le message d'accueil. Donc on aura welcome message et set welcome message pareil est égal à useStates et on fait démarrer ça avec une chaîne de caractères vide. On va pouvoir donc utiliser notre hook useTransition. Donc ici on va faire un isPending et startTransition est égal à useTransition. Je vais donc simuler une fonction pour le délai. Const, on va l'appeler simulateDelay. Donc ça va être égal à une fonction qui aura pour paramètre la durée. Donc on va l'appeler duration. Et donc cette fonction va me return une new promise avec une fonction qui aura resolve. Et cette fonction va utiliser un setTimeout pour exécuter donc un code à partir d'un temps donné. Donc il va exécuter en premier lieu resolve et en second lieu la durée. Donc ici notre paramètre duration. Ensuite je vais pouvoir me créer une fonction handle submit par exemple pour mon bouton. Donc ça va être égal pareil à une fonction mais cette fois-ci asynchrone. Donc une async function. Donc je rappelle qu'une fonction asynchrone est une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps et qui va nous renvoyer une promesse. Et je vais pouvoir utiliser du coup start transition. Et ici on va avoir en premier lieu donc une fonction asynchrone. Et cette fonction va simuler avec notre fonction simulateDelay. Donc elle va utiliser await. On attend que la promesse du coup hop soit résolue et on utilise donc notre simulateDelay. Par exemple hop 3 secondes. Et on vient changer le welcome message avec hello suivi de la valeur que va rentrer l'utilisateur donc dans notre input. Et maintenant on va falloir faire le rendu JSX. Donc je viens en bas. Alors ça on va se le fermer un peu plus bas pour pas que ça nous gêne. Ok. Et donc ici on va se créer un
input de type texte, un input simple, hein, à qui on va lui donner l'attribut value et qu'on va le lier à notre state name. Et on va lui donner du coup un onChange. Lorsque je vais du coup changer la valeur, je vais lancer une fonction qui aura event en paramètre et je vais venir avec cette fonction donc changer la valeur de name, donc set name, en utilisant donc mon event.target.value, donc la valeur que va rentrer l'utilisateur dans notre input. Hop, .value. Ensuite, je vais pouvoir avoir un bouton. Ce bouton, je vais pouvoir lui dire disabled. Ça va dépendre du coup de l'état de is pending. Alors, pending. Et dans mon bouton, je vais pouvoir lui dire également, alors est-ce que is pending est true? Si c'est le cas, loading. Sinon, on met submit. Donc, on lui donne également notre fonction handle submit. Hop, sinon, ça ne va pas fonctionner. Donc, on lui donne un onClick. Handle submit. Et maintenant, lorsque je viens ici, alors on peut également afficher le message. C'est vrai que tac, tac, tac. Le petit message d'accueil. Alors, on va lui demander est-ce que isPending est true. Alors, si c'est le cas, on va mettre ici loading. Sinon, on envoie du coup notre welcome message. Donc maintenant, je vais venir rentrer une valeur dans mon input. Je vais soumettre. J'ai bien mon loader, loading. Il est en attente. Et hop, au bout de 3 secondes, il résout, notre promesse. Donc, il affiche donc notre message hello suivi du nom. Donc, bien sûr, là, j'ai mis n'importe quoi. Si je mets Jonathan, hop, je soumets et je vais avoir donc un hello Jonathan. Et donc là, on a géré les états transitionnels grâce à ce nouveau hook Use Transition. On continue, parmi les nouveautés, on a également un autre hook qui s'appelle Use Action State. Et ce hook a été conçu pour simplifier la gestion des actions courantes, notamment lors de la soumission de formulaires et la manipulation de données, tout comme Use Transition. Sauf qu'avec Use Action State, on va pouvoir gérer les états d'erreur et de chargement de manière beaucoup plus intuitive. Ce hook va accepter une fonction d'action qui est exécutée lorsque vous appelez l'action, et en retour, il vous donne un état d'erreur, une fonction pour soumettre l'action et un indicateur de chargement. Et donc ici, ce qu'on va faire, on va créer un composant simple où l'utilisateur va pouvoir entrer son nom et lorsque l'utilisateur soumet le formulaire, nous allons simuler une mise à jour du nom et on va gérer les états d'erreur et de chargement du coup avec useActionState. Donc pour ça, même histoire, hein, pour éviter que la vidéo soit longue, je me crée d'avance mon composant qui est bien sûr vide, hein, useActionStates, que j'ai importé du coup dans mon app.jsx. Et bien sûr, vous trouverez en fichier source du coup tout ça, comme ça vous avez point par point tout ce qu'on va voir durant ce chapitre. Donc première chose que je vais faire ici, c'est que je vais importer useStates et je vais également importer du coup useActionStates. Et donc ça vient de React, donc from React. Hop, parfait. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déclarer du state pour le name. Donc name et set name est égal à use state qu'on fait démarrer avec une chaîne de caractères vide. Tac, nickel. Et donc, on va pouvoir créer une fonction pour simuler la modification du nom. Pour ça, je vais créer une variable que je vais appeler simulate updated name. Donc, ça va être une fonction asynchrone, hein, une fonction qui va être différée dans le temps, qui aura un new name en paramètre, donc le nouveau nom. Et donc, on simule un appel à une API avec un délai. On va utiliser await et on renvoie un new promise, une nouvelle promesse, qui aura une fonction qui aura resolve en paramètre. Et cette fonction me renvoie un setTimeout en exécutant resolve tous les 1 seconde, par exemple. Je peux lui dire également maintenant, if, si jamais mon nouveau nom, new name, est strictement égal à chaîne de caractères vide, alors dans ce cas-là, on va venir return, le nom ne peut pas être vide. Alors, ne peut pas être vide. Ok, sinon on return nul, on return aucune erreur, return nul. Ok. Et maintenant, une fois qu'on a fait ceci, donc on a notre fonction qui va simuler la modification du coup du name.
On a notre state ici. On va pouvoir également donc utiliser notre state useActionState. Donc pour ça, on va faire un const et on aura error. On aura notre submit action, notre action, et is pending. Hop, is pending. Et donc ça, c'est égal à useActionState. Et donc ici, ce qu'on va faire, hop, à l'intérieur de useActionState, c'est qu'on va créer une fonction asynchrone qui aura du coup previous state, donc l'ancien state, previous state, et new name, le nouveau nom. Et donc, cette fonction va créer une variable const error est égale à await. On attend que la promesse soit résolue et on effectue du coup notre fonction simulate updated name avec le new name. Et on return error. Donc on retourne l'erreur si elle existe tout simplement. Sinon, nul. Donc ici, on peut dire nul. À partir de là, je vais pouvoir me créer une fonction pour submit. Donc handle submit est égal à une fonction fléchée qui va utiliser mon submit action. Avec du coup name. On appelle notre fonction d'action avec le nouveau nom. Et donc, une fois qu'on a ceci, on va pouvoir return notre JSX. Donc, même histoire. Je viens me faire un input de type texte à qui on rajoute la valeur name pour le lier à notre state name. On lui donne également un onChange. Alors, onChange. Et donc, alors, oups, nickel. On aura la fonction avec event. Et donc, on vient changer le setName. Hop, avec mon event.target.value, la valeur de l'utilisateur. On va pouvoir également rentrer un bouton. Hop, dans le bouton, on peut lui dire également disabled, ça va dépendre de is pending. Et ici donc, est-ce que is pending est true? Si c'est le cas, en cours, sinon validé. Et si jamais il y a une erreur, on va pouvoir afficher également notre erreur. Donc ici, est-ce que is pending est true? Alors on peut mettre directement le et. Si jamais, alors pas is pending, pardon, si error est true, error est true. Alors dans ce cas-là, tu peux me renvoyer un P. Alors, un P. Tac. Et on mettrait l'erreur, le message d'erreur, error. On n'oublie pas de placer notre fonction handle submit à notre bouton. Donc au clic, on click. Donc ici, handle submit. Et maintenant, hop, je refresh ma page. Je rentre aucune valeur, j'essaie de valider. Et ici, j'ai le nom ne peut pas être vide. Donc j'ai bien affiché mon erreur. Je mets un nom et je valide. Hop, j'aurai que le nom a bien changé du coup dans ma BDD par exemple, dans notre simulation. Donc voilà comment on peut utiliser ce hook du coup, useActionState pour gérer également les états. On continue, parmi les nouveautés avec React 19, on a un nouveau hook qui est useFormStatus, qui lui facilite l'accès aux informations sur l'état d'un formulaire sans avoir à passer des props à travers plusieurs niveaux de composants. Dans de nombreux systèmes, il est courant d'avoir des composants qui doivent connaître l'état du formulaire par an. Par exemple, pour savoir si une soumission est en cours, au lieu d'utiliser le contexte, on utilise useFormStatus qui permet d'accéder directement à cet état de manière beaucoup plus simple et efficace. Donc dans notre exemple, nous allons créer un bouton de soumission qui va désactiver automatiquement l'état du formulaire lorsqu'il est en attente. Donc pour ça, dans mon composant que j'ai appelé useFormStatus, un component useFormStatus que j'ai importé dans mon app.jsx, je vais commencer par importer useState. Donc ça vient de React. Et par contre, useFormStatus, alors, oups. Alors, c'est useFormStatus. Ça vient de React DOM. Une fois qu'on a ceci, on va pouvoir créer une fonction qui va simuler une action. Donc, on va l'appeler action function.
Donc ce sera une fonction asynchrone qui aura les données du formulaire que je vais appeler form data en paramètre du coup de ma fonction. Et donc on aura un nom par exemple, name, qui sera égal à form data et je vais chercher avec point get name. Ensuite, on va simuler avec await, on va renvoyer une new promise et donc on aura une fonction avec resolve. Alors, resolve et donc on utilisera le setTimeout pour exécuter resolve toutes les secondes. Hop, resolve toutes les secondes. Ok, et on return name. Return name. Donc notre variable name. Donc ici, on a une fonction qui est une action, un action, d'accord, une function action. Et donc on va pouvoir maintenant se créer, par exemple, un composant bouton suivant l'état. Donc on va faire un const button design. Donc ici, on va créer un composant qui, tac, 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 dépendra du padding. Donc on va faire un const padding et on vient le chercher avec notre useForm statut. Et donc on return un button qu'on désactive seulement si donc padding. Tac. On peut lui dire donc ici modifier ou soumettre, peu importe, soumettre. Hop, soumettre. Et donc on lui précise également type submit. Hop, pour bien préciser qu'il va envoyer du coup les données dans un formulaire. Ensuite, je vais créer donc une variable d'état pour le message d'accueil, welcome message et set welcome message qui sera égal à useState et que je vais faire démarrer donc avec une chaîne de caractères vide. Ensuite, on va créer une fonction pour submit, const handle submit. Donc, ce sera une fonction pareille asynchrone, une async function, qui va récupérer event en paramètre. Hop. Et donc, que va faire cette fonction? Elle va faire déjà un e.prevent.default. Alors, default pour empêcher le comportement de base du navigateur qui est de recharger la page lorsqu'on soumet du point formulaire. Ensuite, on fait une variable form data qui sera égale à new form data de event.target, de ce que va rentrer l'utilisateur. Ensuite, on va faire la variable name et on va lui dire que c'est égal à await. On exécute notre action function. Hop. Avec du coup nos form data. Hop. Puisque c'est ce qu'il attend du coup en paramètre. Et du coup, on vient changer le state du message d'accueil, set welcome message, avec par exemple bonjour name. Donc maintenant, on va pouvoir construire notre formulaire. Hop. Donc ici, on rentre un formulaire qui va avoir du coup la fonction onSubmit. Donc pour onSubmit, ça va être notre fonction handleSubmit qui va être exécutée. Ensuite, on va avoir un input donc de type texte. On peut lui placer le name. Donc name, ça va être name. On peut lui dire également qu'il est requis. Donc ça, c'est juste pour la forme. Required. On peut passer également un placeholder. Indiquer votre nom. OK. Et donc, on va pouvoir afficher notre bouton qui est notre design. Non, button design, pardon. Alors, hop, quand c'est un composant, c'est bien de le mettre en majuscule. Hop, button design. Et donc, on affichera le message. On demandera si welcome message est true. Dans ce cas-là, on enverra un P avec notre welcome message. Donc maintenant, si je refresh, alors, il nous a mis ça ici. Ça, on va l'effacer.
Et donc ici, j'ai bien mon champ. Je rentre une information. On attend une seconde. Et j'ai bien donc mon message ici, bonjour, etc. Et on a géré du coup le state de notre bouton par rapport du coup à notre state, à notre hook, useFormStatue. On continue et maintenant nous allons parler des références avec React. Dans les versions précédentes de React, pour transmettre une référence, ce qu'on appelle une ref à un composant fonctionnel, on devait utiliser forward ref. Avec React 19, c'est fini, on va pouvoir simplifier tout ça et définir une ref comme props dans nos composants fonctionnels. Ça rend le code beaucoup plus lisible et beaucoup plus simple à gérer par la suite. Donc admettons ici, je vais avoir un composant que j'appelais componentRef que j'ai importé ici dans mon app.jsx. Première chose, je vais déclarer une référence dans le composant parent, donc dans mon app.jsx. Donc pour ça, je vais venir import use ref from React, puis je vais créer une ref qui va être null pour le moment. Donc je vais faire un const input ref est égal à use ref et on va le faire démarrer du coup à null. Une fois que j'ai ceci, au niveau de mon composant, ce que je vais pouvoir faire, c'est lui placer des props. Je vais pouvoir lui dire par exemple au niveau de ref, tu vas avoir donc input ref directement dans ma props. Et admettons, je vais lui placer également un placeholder. Et donc ici, ce serait indiquer votre nom. Donc maintenant, au niveau de mon composant, je vais commencer par récupérer mes props. On récupère placeholder et ref. Et je me fais simplement un input dans lequel on va lui donner notre référence. Donc on utilise ref qui fera référence à notre props ref. Et du coup, le placeholder, même histoire, placeholder, il va faire référence, lui, à notre deuxième props, donc placeholder. Ce qui fait que maintenant, ici, j'ai bien indiqué votre nom, vu que c'est la props que je lui ai passée. Et il a également comme props, du coup, ma référence. Ce que je peux faire maintenant, c'est un const, par exemple, focusInput est égal à une fonction. Et donc, lui va me dire if, si jamais inputRef.current est true. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire inputRef, .current, .focus. Alors, .focus. Hop. On focus l'input lorsque le bouton va être cliqué, tout simplement. Donc ici, je vais créer un bouton. On va dire focus. On lui donne notre fonction que l'on vient de créer au clic. Donc on click. Donc on lui passe notre fonction. Et maintenant, lorsque je clique sur mon bouton, ça me focus sur mon input. Il fait référence du coup à mon input grâce à la référence que l'on a créée. Et du coup, grâce à la version 19, on n'a plus besoin de passer par forward ref. On peut le placer directement au niveau de nos props. Ça améliore la lisibilité, le code est plus propre et plus facile à comprendre. Ça améliore également la simplicité, la gestion des références devient plus simple sans avoir à utiliser forward ref. Et en plus, l'évolutivité. À l'avenir, React prévoit de déprécier et de retirer forward ref, rendant l'utilisation de ref comme props standard. Donc vaut mieux directement ici s'adapter à cette nouvelle méthode. Avec React 19, on va également avoir une modification au niveau des contextes. On va pouvoir utiliser les contextes comme un fournisseur provider. Ça rend le code beaucoup plus simple et ça réduit le besoin d'utiliser le context.provider. Ici, nous allons créer un contexte pour gérer un thème clair et un thème sombre, dark et light. Et vous allez voir que au fur et à mesure du temps, le context.provider risque d'être déprécié et du coup que le contexte comme fournisseur provider va devenir la norme avec React. Donc pour ça, je vais me rendre dans le app.jsx et je vais commencer par importer donc create context pour créer un contexte, mais également use context pour utiliser mon contexte et use states pour gérer le states. Donc tout ça, ça vient de React. Ensuite, je vais me créer mon contexte, donc thème contexte est égal à create context. Alors hop, contexte avec la valeur par défaut light. Je vais ensuite me créer un state const thème et cet thème est égal à use states que l'on va faire donc démarrer également à light.
Puis on aura une fonction pour toggle le thème. Toggle thème est égal à une fonction qui va récupérer cette thème pour changer le state de mon thème. On aura une fonction avec prev thème et donc il va me return prev thème strictement égal à light. Si c'est le cas, alors tu me renvoies light, sinon dark. Ensuite, on va pouvoir englober nos éléments directement avec notre thème provider contexte.provider et je vais pouvoir lui placer pour value du coup notre thème, notre state thème. Et donc ici, je vais avoir un bouton pour toggle le thème. Je vais l'appeler toggle thème. On clique. Et donc ici, on va lui donner la fonction toggle thème. Et donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est une div à qui je vais lui donner du style inline. On va lui donner une hauteur de 250 pixels. Également une width de 250 pixels. Et on va lui donner un background suivant le thème. Donc ici, tac, tac, tac. Background. Et on va lui dire thème strictement égal à light. Donc si c'est le cas, alors dans ce cas-là, on lui donne la valeur FFF. Sinon, on va lui donner la valeur 333. Chose que l'on aurait pu faire également au niveau de la couleur. Hop, du texte. Color. Et lui dire thème est strictement égal à light. Dans ce cas-là, on lui donne pour valeur 333. Sinon, FFF. Et comme ça, à l'intérieur, on aurait pu avoir un petit P avec écrit Hello. Et lorsque je clique sur mon bouton, je toggle bien le background avec la couleur de texte grâce à mon contexte. Et donc ici, on utilise la nouvelle approche en utilisant du coup directement le contexte comme provider au lieu d'utiliser comme d'habitude le provider contexte. Donc voilà pour la mise à jour du contexte. Parmi les nouveautés qu'on a avec React 19, on va avoir accès également à une nouvelle API, l'API Use, qui va nous permettre de lire des ressources comme le contexte, mais après des retours anticipés. Donc contrairement au hook, elles vont pouvoir être appelées conditionnellement dans des rendus d'un composant. Ça facilite la gestion de données sans provoquer d'erreurs liées à l'absence de valeur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que j'ai créé un composant que j'appelais component use, que j'ai importé dans mon app.jsx, il est bien sûr vide comme d'habitude. Et le but ici, c'est de charger les informations d'un profil utilisateur en utilisant du coup use avec une promesse simulée. Et on utilisera également suspense qui va afficher un indicateur de chargement, un loader ou autre, pendant le chargement du profil. Donc pour ça, première chose, je vais importer deux choses. On va importer use et suspense. Donc ça vient de React. Et directement, je vais me créer une fonction pour simuler l'appel à une BDD. D'accord? Donc là, on va utiliser une promesse. On va faire un const fetch user data. Donc ce fetch user data sera une fonction qui va donc retourner une new promise. Cette promesse aura resolve en paramètre d'une fonction qui va utiliser le setTimeout qui lui-même aura une fonction qui va utiliser du coup resolve. Et ici, on utilisera des fausses données, donc un ID, on pourrait lui donner un nom et on pourrait lui donner un âge, par exemple. Âge 28 ans. On n'oublie pas le temps en millisecondes. Donc ici, je vais lui dire, tu simules ça toutes les 2 secondes, les 2000 millisecondes. Ensuite, je vais me créer un composant. Const user profile est égal donc à une fonction qui va récupérer notre promesse en paramètre. Donc user, on va l'appeler user profile promise. Alors profile promise. Et ensuite donc cette fonction, hop, elle va utiliser use en attendant que les données se chargent. Donc pour ça, je vais faire un const user est égal à use et en paramètre de ma fonction use, enfin de l'API use, on va récupérer du coup le user profile promise. Donc
il va attendre que user profile promise soit terminé avant donc de return, par exemple. On pourrait return, hop, une div avec le username et l'âge. On pourrait faire un h2 profile. Donc maintenant, une fois que j'ai ceci, je vais pouvoir donc lancer déjà ma fonction, d'accord? Je vais pouvoir lancer, hop, ma promesse. Donc pour ça, je vais venir juste après. Et on va faire un const user profile promise, donc qui sera égal à ma fonction fetch user data. Et donc ici, je vais pouvoir afficher mon composant user profile et lui donner donc ma promesse en props. Et je vais l'entourer du coup par l'objet suspense. Et dans suspense, je vais pouvoir lui donner l'attribut par exemple fallback si je veux par exemple mettre un loader. Ici, pour l'exemple, on va simplement se retourner une div avec chargement en cours. Hop. Et donc ici, j'ai bien chargement en cours. Et au bout du coup de mes 2 secondes, il affiche bien mes données utilisateurs, le profil, donc mon composant que je viens de déclarer ici. Et il attend donc que la promesse soit résolue grâce du coup à use. Parmi les nouveautés avec la version 19 de React, nous avons également l'intégration des actions. Les actions sont des fonctions qui peuvent être associées directement aux éléments d'un formulaire comme form, input ou encore button. Ça signifie que vous allez pouvoir définir une fonction d'action qui s'exécute automatiquement lorsque le formulaire est soumis. L'utilisation des actions évite la nécessité d'appeler manuellement des fonctions de traitement lors de la soumission d'un formulaire, parce que React va gérer tout ça pour vous et ça rend le code plus clair et concis. Les actions permettent également d'accéder facilement aux données du formulaire via un objet qu'on appelle form data et ça facilite la récupération et l'utilisation des valeurs saisies par l'utilisateur. Lorsqu'une action est exécutée avec succès, React peut automatiquement réinitialiser les champs du formulaire non contrôlé et ça simplifie la gestion des états des formulaires. Et si une action échoue, par exemple une requête API qui échoue, vous pouvez gérer les erreurs de manière efficace en affichant un message d'erreur à l'utilisateur, sans avoir forcément à réécrire des logiques complexes. Alors pour créer des actions, ce qu'on va faire, ce qui est intéressant, c'est de les séparer, de séparer la logique du composant client. Donc au niveau de source, je vais me créer un dossier que je vais appeler action. Et donc ici, je vais me créer un fichier que je vais appeler action.js. Dans ce fichier, je vais simplement m'exporter une async function que je vais appeler fetchPost. Et donc cette fonction va récupérer les postes de l'API JSON placeholder. Donc est égal à await. Je vais utiliser donc fetch et je vais faire donc appel à l'API JSON placeholder. Alors ça, on peut l'effacer pour le moment. Juste, on appelle l'API pour le moment. Ensuite, on lui dit if, si j'ai le contraire de ma réponse, donc ma variable response.ok. Alors dans ce cas-là, on va venir retourner un true new error. Fail it to fetch post. Sinon, on va return notre réponse en JSON. Donc await response.json. On retourne notre réponse en JSON. Ici, j'ai une async function que si j'aurais mis cette fonction dans mon composant client, ça n'aurait pas fonctionné. Parce que React fonctionne avec des composants avec des rendus clients. On en parlera juste après, des composants serveurs que l'on peut maintenant faire avec React, qui est le même principe que Next. Donc maintenant, une fois que j'ai cette fonction, je peux me diriger sur mon composant componentAction que j'ai importé dans mon app.jsx et qui est bien sûr vide, comme d'habitude. Et on va pouvoir commencer par importer useStates pour créer du states pour nos posts. Donc from React. Et je vais également récupérer ma fonction fetchPost. FetchPost de mon fichier d'action. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est me créer du state const. Donc, on aura post et set post. Alors, set post est égal à useStates que je vais faire démarrer avec un tableau vide. Ensuite, on aura la même chose pour les erreurs. Error et set error. Et donc ici, je vais le faire démarrer tout simplement à null. Et je vais me créer donc une fonction const handle submit. Donc, cette fonction va me permettre de j'étais en majuscule, va me permettre de soumettre un formulaire tout simplement. Donc handle submit. Donc ça va être égal à une async function qui va récupérer
form data en paramètre, même si là on va simplement créer un bouton pour afficher les postes. Mais si jamais on a un formulaire qui récupère des données, on peut récupérer via l'objet du coup form data. Et donc ici, je vais enfermer dans un try et un catch. On capture les éventuelles erreurs si jamais il y a une erreur. Donc en cas d'erreur, on vient changer cette erreur avec notre error.message. Et si jamais c'est bon, on va faire un const fetchItPost est égal à await et j'exécute du coup mon action fetchPost. Et donc ici, je vais changer le state de post avec ma variable statePost. Et je retourne cette erreur à nul. Parce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire au niveau de mon rendu JSX, je vais me créer un formulaire. Et dans action, on va lui donner notre handle submit. On lui donne notre action. Alors hop, tac, tac. Par contre, on le met entre accolades comme ça. Et donc ici, je vais pouvoir rentrer un button. Afficher les articles. On peut lui donner un type submit. Pas obligatoire vu qu'il est déjà entre des balises fin. Et on return une liste avec nos posts. Donc ici, je vais utiliser la méthode map. Donc .map, on récupère post et on return à chaque fois un li. Et dans cet li, on aura un h3 et on affichera donc le post title. Post.title. Et on va faire la même chose pour la description. Donc c'est body. Et donc, on va mettre un P. On n'oublie pas, vu qu'on utilise la méthode map, que on rentre l'attribut key, la clé unique, pour identifier du coup chaque itération. Et donc ici, on peut lui donner comme key le post title. On aurait pu également récupérer l'index. Et donc maintenant, lorsque je vais cliquer sur afficher les articles, je vais bien avoir ici mes posts, mais via du coup mon action. Donc voilà pour les actions avec React. C'est très puissant et ça permet donc de séparer la logique du composant client. Maintenant, on va parler d'une nouveauté qui est les React Server Components. Ça existait déjà avec Next.js, mais ça a été intégré du coup directement avec React également. Et les React Server Components permettent de rendre des composants côté serveur avant qu'ils ne soient envoyés au client. Ça offre une meilleure performance et une expérience utilisateur beaucoup plus fluide. En exécutant des composants dans un environnement séparé, on va pouvoir accéder à des données et effectuer des traitements sans exposer ces opérations au client. Donc pour ça, ici, j'ai mon composant du coup component server que j'ai importé dans mon app.jsx et qui est bien sûr vide. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais me faire un dossier que je vais appeler server par exemple. Et donc je me crée un fichier que je vais appeler server component.jsx. Et donc ici, le but, même histoire, je vais faire appel à mon API du coup JSON placeholder pour récupérer mes posts, mais sans le mettre côté client. Le client ne pourra pas voir du coup cette fonction-là. Et donc, on va utiliser une directive ici, la directive useServer, pour indiquer à React que ce composant est un composant côté serveur. Et donc, je vais commencer par exporter une variable que je vais appeler fetchPost. Alors, fetchPost. Donc, c'est égal à une fonction asynchrone, une async function. On récupère la réponse, const response est égal à await, et donc on va faire appel à notre JSON placeholder. Ensuite, if, si j'ai le contraire de ma réponse.ok, réponse.ok, alors on retourne un true new error. Ok, on sort de la condition. On crée une variable data pour récupérer les datas en format JSON, donc response.json, et donc on return nos datas. Là, je retourne donc les posts qu'on a récupérés, alors hop, return, depuis du coup notre API. Mais ça, je le fais côté du coup serveur. Maintenant, je peux revenir dans mon component serveur ici, et je vais pouvoir donc utiliser mon serveur component directement côté client. Donc pour ça, je vais commencer par importer useEffect. Je vais également récupérer useStates et on va utiliser useTransition. Transition.
pour gérer les états. Donc ça vient de React. Ensuite, je vais importer mon fetch post depuis le fichier serveur. Hop. Et donc, je vais commencer par me créer des variables d'état pour stocker déjà mes posts. Const post et set post est égal à useState et je fais démarrer ça avec un tableau vide. On récupère également le isPending et start transition de useTransition pour gérer du coup nos états. J'utilise un useEffect. Donc je rappelle que useEffect va prendre en premier lieu une fonction, en deuxième lieu un tableau de dépendance. Qu'est-ce qui va venir surveiller? Bien sûr, c'est optionnel. Ici, le tableau vide indique que l'effet va s'exécuter uniquement au premier montage du composant. Et donc à l'intérieur, je vais pouvoir faire un const getPost est égal à une fonction donc asynchrone, une async function. On va faire un const data est égal à await et j'appelle du coup mon fetch post. Hop. Donc ici, j'appelle la fonction pour récupérer mes posts. Puis je vais pouvoir lui dire également donc start transition. Donc il va avoir en premier lieu une fonction qui va venir changer du coup le state de cette post avec nos data. Et donc j'exécute getPost une fois. Hop. On appelle la fonction pour récupérer donc nos posts et on va pouvoir return du coup nos éléments. Donc ici, je vais commencer par lui dire h1 liste des posts. Ensuite, on peut gérer un loader, par exemple, isPending. Dans ce cas-là, on pourrait renvoyer un loader. Bon, là, on va renvoyer le ligne ou sinon, on renvoie nul. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est renvoyer les posts directement. On va renvoyer nos posts directement. Donc ici, on va faire tac, tac, et on va renvoyer un UL. Et ça également, hop, on va le mettre entre parenthèses. Et donc, je vais mapper sur mon post. Et on va rentrer post title, on va rentrer également le body. Alors, tac. Et on va rentrer donc le corps de l'article également. Non, c'est body, pardon. Body. Ok. Et donc du coup ici, on va pouvoir donc afficher nos posts à partir du coup de notre serveur component. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, si je refresh, je vais bien avoir, vous voyez, ma liste de posts, mais que j'ai récupéré depuis mon serveur component. Et ici, dans mon composant côté client, le code est beaucoup plus clair et beaucoup plus concis car je n'ai pas la logique de récupération. D'accord? J'ai simplement une logique pour afficher du coup les posts, mais je n'ai pas une logique de récupération. Et donc ça, c'est intéressant, c'est d'utiliser maintenant les serveurs components qui existaient déjà avec Next, mais qui ont été intégrés maintenant nativement avec la version 19 de React. Avec React 19, on a également une petite mise à jour au niveau des métadonnées. Dans le contexte HTML, les balises des métadonnées comme title, link ou encore meta sont conçues pour être placées dans la section head de votre document. Cependant, avec React, le composant qui est chargé de définir ces métadonnées peut se trouver éloigné de l'endroit où la section head a été rendue. Ou même, il se peut que React ne rende pas le head du tout. Auparavant, il était nécessaire d'insérer manuellement ces éléments via des effets ou d'utiliser des bibliothèques comme un React Helmet et ça compliquait quand même la gestion des métadonnées, surtout lors du rendu côté serveur de votre application React. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire attention à la manière dont ces éléments étaient manipulés et insérés. Et bien avec les nouvelles fonctionnalités de React 19, la gestion des métadonnées est simplifiée. Elles vont permettre d'être intégrées de manière beaucoup plus fluide et directe dans vos composants et ça garantit que les informations sont toujours correctement mises à jour dans votre document HTML. Donc ici, admettons, je suis sur ma page app.jsx, on n'aura pas besoin de composants. On voit ici que déjà le title c'est Vite plus React qui a été défini dans le fichier index.html au niveau ici du title. Et bien le but c'est de le changer. Ce que je vais faire ici, je vais pouvoir le faire sur toutes les pages ou même sur tous mes composants.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter tout simplement ma balise ici, title. Et ici, je vais lui dire home. Juste le fait de faire ceci, et ben, au niveau maintenant de mon title, j'ai bien changé dynamiquement mon title en home. Et donc, je vais pouvoir définir un title sur toutes mes pages, un title donc unique et différent. Chose que je vais pouvoir faire également au niveau des meta descriptions. Par exemple, je vais pouvoir rajouter la balise meta, lui donner l'attribut name, donc ce sera une description, et l'attribut du coup description. Et donc ici, je suis la description de la page home. Maintenant, si je reviens ici, je fais un clic droit, inspecter, et on va inspecter un petit peu notre code. Au niveau du head, au niveau de notre head, on a bien notre title home qui s'est inséré ici, et je vois bien également ma balise meta, description, je suis la description de la page home. Donc j'ai rendu également la balise meta description dynamique par rapport à la page où je vais me trouver. Donc c'est ça la petite nouveauté sur les métadonnées que nous offre la nouvelle version de React 19 et c'est assez pratique du coup pour le référencement SEO. Maintenant, nous allons parler de préchargement et de chargement de ressources. Le préchargement des ressources est une technique qui consiste à informer le navigateur des ressources qu'il est probable qu'il doive charger dès que possible. Ça nous permet d'optimiser nos performances. Pendant le chargement initial d'un document et lors de la mise à jour côté client, le fait de signaler au navigateur ces ressources peut avoir un impact significatif sur la rapidité avec laquelle le contenu va être affiché à l'utilisateur. Et bien avec React 19, on va avoir accès à plusieurs API qui ont été introduites pour faciliter le chargement et le préchargement des ressources dans le navigateur. Ça nous permet donc de créer des expériences utilisateurs fluides sans que le chargement inefficace des ressources ne ralentisse l'application. Vous trouverez en fichier source donc le composant component pre que je vous ai mis à disposition. Et donc à l'intérieur, on a nos 4 nouvelles API. Donc on a prefetch DNS, preconnect, preload et preinit. Prefetch DNS, c'est pour précharger le DNS d'un hôte. C'est très utile lorsque vous n'êtes pas sûr de demander quelque chose de cet hôte. Preconnect permet d'établir une connexion anticipée à un hôte que vous êtes sûr de demander quelque chose mais sans savoir quoi. Preload va permettre de précharger une ressource comme une police ou une feuille de style. Et preinit permet de charger et exécuter un script mais de manière anticipée. Pour les utiliser, vous pouvez les utiliser sur le composant ou la page de votre choix. Et il vous suffit simplement de l'utiliser de cette manière, avec à chaque fois, par exemple pour le preinit, l'URL du script, avec écrit as script ici en objet. Pareil pour la police ou la feuille de style, l'URL de fonte ou l'URL de la feuille de style, avec as font pour la fonte ou as style pour le style. Pareil pour le DNS, prefetch DNS avec l'URL du DNS, et pareil pour l'hôte, preconnect avec l'URL de l'hôte. Les avantages de faire ceci, ça va être sur l'optimisation des temps de chargement. Ces API peuvent être utilisées pour optimiser les chargements de page initiale en déplaçant la découverte de ressources supplémentaires comme les polices hors du chargement des feuilles de style bien sûr. Et second point, sur l'amélioration des mises à jour. Elles nous permettent également de rendre les mises à jour côté client plus rapides en préchargeant une liste de ressources utilisées par une navigation anticipée et en les préchargeant de manière anticipée lors d'un clic ou même d'un survol. Donc voilà pour ces nouvelles API de préchargement de ressources avec React 19 qui vont nous permettre de construire des applications beaucoup plus performantes et réactives car elles nous offrent une meilleure expérience utilisateur en réduisant les temps d'attente lors du chargement de ressources essentielles. Un autre point important à prendre avec la version 19 de React, ça va être sur la prise en charge des scripts asynchrones. Dans une application HTML classique, le chargement des scripts peut être effectué de deux manières différentes. Nous avons les scripts normaux qui utilisent donc l'attribut source et ici on aurait un URL de script ou alors on aurait pu utiliser l'attribut differ qui lui va charger après le parsing du document. Sauf que ça peut poser des problèmes, surtout si vous souhaitez rendre vos scripts profondément intégrés dans l'arborescence de votre composant, car il faut gérer l'ordre et l'emplacement des scripts. On peut utiliser donc l'attribut async. Et donc ici, ça déclare ce script asynchrone. Donc les scripts asynchrones se chargent de manière non ordonnée. Ça permet de les charger indépendamment de la structure du document et ça ne va pas bloquer le rendu de votre page. Vous allez pouvoir les exécuter dès qu'ils sont prêts, peu importe où ils se trouvent dans le DOM. Et bien avec React 19, on a une meilleure prise en charge de ces scripts asynchrones et ça nous permet donc de le rendre n'importe où dans leur arbre de composants
à l'intérieur des composants qui dépendent réellement de ces scripts et ça élimine le besoin de gérer le repositionnement et la déduplication des instances de script en simplifiant la gestion des ressources. Donc voilà, un point très important à prendre en compte, c'est la prise en charge de ces fameux scripts asynchrones dans React 19. Donc voilà pour les mises à jour avec la nouvelle version de React, la version 19. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à mettre votre petit commentaire et éventuellement à partager la vidéo avec d'autres amis développeurs. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao et surtout prenez soin de vous.